Bonjour à tous. En 5 ans, on a compté plus de 50 accidents aériens dus à des pertes de contrôle et à des collisions avec le sol. Dans la plupart du temps, des situations stressantes mais récupérables. Pourtant, il apparaît que les équipages n'ont pas réussi à identifier le problème et ont persisté dans des prises de décision irrationnelles, souvent en conflit avec la conduite du vol. Pire, il semble même qu'après analyse, ces accidents se produisent en dépit d'alarmes auditives dans le cockpit. La complexité croissante des cockpits modernes et la pression opérationnelle peuvent même mener les pilotes, même les plus expérimentés d'ailleurs, à être totalement dépassés par des situations critiques. Alors comment réduire le risque aérien grâce à la prise en compte des neurosciences pour les facteurs humains? Eh bien c'est ce dont nous allons parler cette semaine dans notre Aerospace Mag avec mes invités que je vous présenterai dans un instant. Mais avant cela, retour sur l'actualité spatiale de la semaine, la toute première tentative de réveil du robot Philae sur la comète Chury par les équipes du CNES de Toulouse. C'était dans la nuit du mercredi 11 à jeudi 12 mars. On regarde. En bleu, l'encéphalogramme plat de Philae ce matin. En rouge, juste en dessous, celui recueilli après son atterrissage sur Chury en novembre dernier. Aujourd'hui, même si on n'a pas réussi à écouter Philae, cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas réveillé. Le choix de ce début mars pour déployer les oreilles de Rosetta et tenter d'écouter le robot n'est pas anodin. La position actuelle de la sonde Rosetta, entre 70 et 100 km de la comète, permet de bien communiquer avec Philae, qui lui-même apparemment est bien ensoleillé en ce moment. Malheureusement, ça n'est pas encore suffisant pour établir un contact satisfaisant. Les scientifiques estiment que Chury se rapprochant de plus en plus du Soleil, Philae va se réchauffer et c'est plus vraisemblablement autour de cet été que le robot donnera de ses nouvelles. Alors, que fera-t-il précisément lorsqu'il sera réveillé ? On va lui faire des choses qui consomment très peu d'énergie. Donc des mesures de température tout autour de Philae par exemple, des mesures essayer d'analyser encore le dégazage comme on l'avait fait, ça ne prend pas beaucoup d'énergie, mesurer la quantité d'électrons et d'ions produites, mais le forage qui prend beaucoup d'énergie, il faudra attendre d'être capable de recharger la batterie secondaire. Et en attendant, la sonde Rosetta et ses 11 instruments fonctionnent très bien. En témoignent ces clichés d'une précision exceptionnelle de la comète. Sur celle-ci, réalisée le 14 février dernier à 6 km d'altitude, on peut voir la surface de Chury avec précision. On y distingue même des zones d'effondrement, l'impression que quelque chose a explosé à la surface. On voit aussi les effets du vent provoqués par le dégazage de Chury. Et même si Philae n'a pas donné signe de vie depuis novembre, la mission Rosetta est déjà riche d'enseignements. Ça nous a permis de voir que sur la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est faite de 90% d'eau, cette eau est différente de l'eau de nos océans terrestres. Ça veut dire que ce n'est pas des comètes de type Churyumov qui ont amené l'eau sur Terre. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas d'autres comètes, mais ce n'est pas des comètes de type Churyumov. Et voilà, ça peut-être un petit peu influer sur la théorie de formation du système solaire. Aujourd'hui et pendant les 10 prochains jours, on va tenter encore d'écouter Philae. Il a même été décidé la semaine dernière, conjointement avec l'ESA, de faire un survol dédié au repérage du petit robot sur la surface de la comète cet été pour le localiser enfin avec précision. Voilà, et on attend évidemment des nouvelles de Philae. Frédéric Dehaye, bonsoir. Vous êtes professeur à l'ISAE Supaéro. Vous êtes accompagné de Michael Cos, bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur, vous, à l'ISAE Supaéro. Vous travaillez en fait tous les deux dans la même équipe sur les mécanismes neuronaux de l'erreur humaine dans l'aérien. Alors, on constate que sur les 10 dernières années, il y a quand même une amélioration continue de la sécurité aérienne. Le taux d'accident est aujourd'hui à son plus bas taux historique. Je crois un accident tous les 4,4 millions de vols. Il y a quand même toujours un accident. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans tous les cas, ou 70% des cas, ce sont des facteurs qui ont des origines qui ont pour origine, des accidents qui ont pour origine, une erreur humaine. Moi, je voudrais savoir ce que démontrent vos travaux dans votre équipe à l'ISAE Supaéro. Oui, merci. Alors une petite réflexion, c'est en tout cas dans 70% du cas, l'opérateur humain est impliqué. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le principal facteur. Tout à fait le principal facteur, c'est un élément de sécurité. Et ce qu'on constate dans un certain nombre d'accidents, c'est effectivement la complexité des systèmes, la complexité de la situation, la pression temporelle, l'incertitude font que dans des situations exceptionnelles, le pilote peut être très stressé et ce stress va dégrader sa performance et va l'amener à persister dans des décisions erronées, irrationnelles. Et comme vous l'avez dit, en dépit d'un certain nombre de stimuli, d'un cockpit pourtant très bien conçu. Et nos travaux que l'on mène avec Michael Cos, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes neuronaux
qui se passe dans le cerveau Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pendant ces situations. C'est l'originalité de notre approche, c'est vraiment d'utiliser des moyens d'imagerie très pointus pour essayer de comprendre ces mécanismes de l'erreur humaine. Alors comment vous travaillez justement? Alors on a différentes approches. Nous, le parti pris que l'on a, c'est que on a des expériences en laboratoire qui sont extrêmement contrôlées dans des environnements où on peut maîtriser par exemple la météorologie pour un scénario aéronautique, on peut créer des pannes, donc ça c'est en simulateur. On peut même aller jusqu'à des simulations qui sont encore plus simples. Là il faudra juste des images peut-être pour des tâches de prise de décision en neuroimagerie, par exemple dans un IRM. Et parallèlement à ça, on va jusqu'à aller faire des expériences en vol réel, où là on a carrément le stress opérationnel avec bien sûr des vrais pilotes et des situations. C'est ça, est-ce que vous menez vos expériences avec de vrais pilotes? Oui, voilà, bien sûr, à chaque fois. Alors selon les contextes, si c'est une étude sur l'aviation générale, c'est-à-dire les petits avions, ça va être des pilotes privés, des pilotes du dimanche entre guillemets. Et puis après, quand c'est des études qui portent sur le cockpit Airbus ou Boeing, on va prendre des pilotes de ligne. Voilà. Et donc pendant ces expériences, vous constatez ce que vous nous avez dit Frédéric à l'instant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de panique, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, qui peut amener un pilote à prendre des mauvaises décisions ou à faire les mauvais gestes. C'est ça. Tout à fait, on a encore en tête l'accident qui s'est produit il y a très peu de temps en Asie. De l'ATR. Tout à fait, où le pilote, d'après ce qu'on comprend, le pilote a coupé le gaz sur le moteur valide et a augmenté les gaz sur le moteur qui était en panne. Et on voit les conséquences de ces mauvaises actions. Et donc on voit ce stress intense auquel le pilote n'est pas préparé, ou cet équipage n'était pas préparé, et a eu des actions vraiment assez impressionnantes et difficiles à accepter, mais pourtant, voilà, le stress peut provoquer ça et c'est ce qu'on cherche à comprendre avec Mickaël. Alors à chaque fois, après chacun de ces accidents, on récupère normalement les boîtes noires. Ça aide aussi à expliquer les scénarios à bord, même si on n'a pas le visuel. Il n'y a pas de caméra dans les cockpits. Est-ce que ce serait souhaitable, envisageable ? Est-ce qu'on y pense? Alors évidemment, on n'a pas tout le comportement observable dans le cockpit. On a les actions des pilotes sur les organes de commande, on sait ce qui était affiché comme alerte, on connaît l'altitude de l'avion, on peut reconstituer le scénario, mais on n'est pas capable de rentrer dans la tête du pilote ou de savoir s'il est en train de regarder son collègue à ce moment-là ou s'il était focalisé sur un seul instrument. Donc, par exemple, effectivement, avec un flux vidéo, on pourrait avoir ce genre d'informations. On pense évidemment à un accident qui a beaucoup marqué les consciences, c'est le Rio-Paris qui s'est abîmé dans l'Atlantique dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, qui a fait 228 morts. Là, les conclusions du rapport de contre-expertise est très claire, il s'agit d'un facteur humain, une erreur humaine. Enfin, il y a une conjonction d'événements. Encore une fois, un accident, c'est jamais une seule cause. Il y a une conjonction d'événements assez malheureux qui sont combinés et qui ont amené à cet accident. Et effectivement, il y a des réactions du pilote qui cabre a priori au lieu de piquer, des alarmes qui peuvent sonner, la réaction du pilote qui n'est pas forcément cohérente avec les informations, mais sachant qu'il a aussi perdu pendant un moment donné des instruments pendant un très court temps, mais ceci a suffi vraiment à le paniquer. Alors on voit justement une vidéo, on entend des alarmes à bord d'un avion qui va crasher. Bon, rassurez-vous, les gens vont survivre à ce crash, mais on va le voir en direct. Expliquez-nous ce qui se passe là. Il y a une alarme clairement qui s'est déclenchée. Voilà, donc là dans la vidéo, il y a une alarme de train d'atterrissage qui n'est pas sortie, qui sonne. L'avion alerte les pilotes que normalement il faudrait sortir le train parce que la piste est assez proche, mais là visiblement ils n'ont pas pris conscience en fait de cette alerte. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps aussi de réagir? Si, ils ont tout à fait le temps puisque là la vidéo dure, on le voit, plusieurs dizaines de secondes, mais simplement nous, ce qu'on pense, c'est que les oreilles et le tympan va traiter l'information, ça va arriver au cortex auditif, mais les zones cérébrales qui sont dédiées à la prise de conscience, le signal n'est pas arrivé jusque-là. Parce que dans le cas d'un accident comme celui qu'on voit là, donc les deux pilotes sont indemnes, tant mieux pour eux, ils sortent de l'appareil, j'imagine qu'on leur demande que s'est-il passé et pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'ils répondent généralement? Panique? Blackout? Là, ce qu'ils expliquent dans la vidéo, c'est qu'ils étaient omnibulés par un avion qui était devant et ils ne savaient pas s'ils avaient le temps d'atterrir sur la piste avant que cet avion ne redécolle. Donc leur énergie mentale était focalisée sur cet élément-là, ce qui fait que, quelque part, le cerveau a filtré tout le reste des informations puisque toutes leurs ressources étaient engagées sur cette inquiétude-là. Il nous reste très très peu de temps. Oui, Frédéric? Non, mais c'est expliquer, effectivement, le cerveau a préféré traiter les informations visuelles au détriment de l'auditif. Et un bon exemple, je pense, pour tes spectateurs, c'est comprendre l'inverse en voiture où les gens sont au téléphone portable et vont se concentrer sur l'auditif au détriment du visuel. Et on voit tous ces accidents avec des motards ou des... Voilà. À l'heure où dans l'aérien, on le sait, on est de plus en plus dans les systèmes embarqués très évolués, très modernes, quasiment des cockpits automatisés. Est-ce que finalement il n'y a pas trop
de systèmes électroniques, trop d'électronique, trop d'alarmes aussi. Il ne se passe pas trop de choses pour les pilotes à gérer dans un cockpit aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est le discours qu'on a. On n'est pas les seuls à dire qu'il faut simplifier le nombre d'alarmes et peut-être afficher des informations plus lisibles pour le pilote, surtout avec les nouvelles dalles qui sont maintenant assez intéressantes pour pouvoir afficher toutes sortes d'informations claires aux pilotes. En même temps, ces systèmes embarqués facilitent le travail du pilote et ils sont là pour seconder aussi et lui permettre de se reposer un peu. Complètement, tout à fait. De toute façon, on a un taux d'accident qui est historique. Hein. Qui a réduit, oui. C'est tout à fait extraordinaire, mais finalement, dans l'avion, peut-être la chose qu'on connaît le moins, c'est le pilote. Donc c'est pour ça que nos travaux permettent de mieux comprendre ces mécanismes d'erreur humaine et aussi de concevoir des systèmes, des nouvelles solutions qui vont parler au pilote quand il est stressé. Est-ce que l'âge du pilote et son expérience peuvent être des éléments qui influent aussi le stress? Je parle de ça parce que je voudrais montrer cette photo où on se rappelle tous de l'atterrissage héroïque du pilote américain sur l'Hudson River à New York. C'était un A320 en janvier 2009, voilà les photos. Grâce à son expérience, parce que c'était un pilote expérimenté. Oui, tout à fait. Il a sauvé tous ses passagers. C'était une démonstration fantastique qu'on peut avoir un certain âge et être pilote et être tout à fait compétent et pouvoir reposer sur son expertise. Nous, on a fait des études justement à Super avec Frédéric sur les effets de l'âge en fait, sur les performances intellectuelles et l'impact que ça peut avoir sur le pilotage. Et on voit très bien que l'expertise va venir compenser ce potentiel déclin des performances intellectuelles avec l'âge. Des gens qui arrivent peut-être à appréhender mieux le stress aussi à dédramatiser? Dédramatiser, des personnalités différentes aussi. On a travaillé avec Michael sur essayer de voir aussi comment la personnalité peut influencer la prise de décision et cette résistance au stress. Ce sont des sujets très importants pour la sélection des pilotes. Je pense que c'était le prochain enjeu. Ouais. On dit aujourd'hui qu'on est arrivé à une ère où quasiment il faut un pilote uniquement pour les phases d'atterrissage et de décollage. Est-ce qu'on va vers un monde sans pilote? Est-ce que c'est souhaitable? Alors peut-être que progressivement, on n'aura plus qu'un seul pilote dans l'avion. Moi personnellement, je suis assez circonspect sur le fait d'enlever complètement les pilotes parce que s'il y a une panne à bord et qu'on a un opérateur au sol qui perd le contrôle de l'avion par une connexion sans fil, on va dire, on risque d'avoir des problèmes. Et je ne sais pas si beaucoup de passagers accepteront de monter à bord. Peut-être que beaucoup de passagers ne voudront pas remonter dans ce genre d'avion. Et juste pour terminer, si je peux dire un dernier mot, c'est que... Oui, mais moi je voudrais en conclusion quand même savoir à quoi sert votre travail. Vous faites des recommandations, c'est écouté, c'est suivi. Dites-nous en conclusion quand même. Oui, on a eu la grande chance de travailler avec Airbus, qui est une cellule très importante en facteur humain. Il y en a identique chez Boeing. En tout cas, on a eu la chance de travailler pendant 10 ans avec Airbus et on a proposé des solutions basées justement sur le retrait d'informations, parce qu'on a démontré que c'est ce qui permettait de récupérer l'attention d'un pilote quand il est focalisé sur une mauvaise chose. Ça, c'est une première solution. On a fait des études pour le bureau enquête analyse, un certain nombre de recommandations, et Michael aussi a proposé une solution originale. Oui, voilà. Très rapidement, Michael. Très rapidement, on pourrait peut-être aller jusqu'à simplifier tellement l'information qu'en cas de vraiment de gros problèmes, on va montrer l'action entreprendre très rapidement. Par exemple, une remise de gaz, on montre un pilote qui refait les gaz. On n'a plus qu'à imiter l'action. Merci à tous les deux d'être venus nous expliquer votre travail, très intéressant. Merci d'avoir participé à ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur TLT.